Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Merci à tous de nous rejoindre. Voici les principaux titres de ce journal. Le général Tiani rejette les sanctions et affirme qu'il ne cédera pas. Il dit refuser toute ingérence dans les affaires intérieures du Niger. Positionnement ferme alors que la fin de l'ultimatum de la CEDEAO approche, demandant le retour à l'ordre constitutionnel, affirmant ne pas exclure un recours à la force si le président de la République, Mohamed Bazoum, n'est pas rétabli dans ses fonctions. Protestation au Nigeria contre la cherté de la vie. Ce mercredi, dans plusieurs grandes villes du pays, des milliers de personnes ont manifesté contre l'inflation. Du sport également à suivre avec l'organisation de la Coupe d'Afrique de la jeunesse, une compétition de football. La prochaine édition se déroulera en octobre prochain au Cap-Vert. À 3 jours de l'échéance de l'ultimatum fixé par la CEDEAO aux putschistes nigériens pour rendre le pouvoir au président Mohamed Bazoum, le général Abdourahmane Tiani a rejeté les sanctions imposées par l'organisation, des sanctions qualifiées d'illégales et d'inhumaines. Le général Abdourahmane Tiani s'exprimait ce mercredi soir dans une allocution télévisée dans laquelle il a déclaré que le Niger ne se plierait pas aux pressions régionales et internationales. En ligne avec les sanctions prises par l'organisation sous-régionale, le Nigeria a décidé de couper son approvisionnement en électricité au Niger. La mesure est appliquée depuis ce mercredi. Et par ailleurs, les sanctions économiques se font déjà sentir dans la capitale Niamey. Elles entraînent en effet un ralentissement de certaines opérations bancaires. Et sur le plan politique et diplomatique, du côté de la CEDEAO, l'organisation ouest-africaine a dès le départ indiqué ne pas exclure une possible intervention militaire. Le chef de la junte, lui, déclare qu'il refuse toute ingérence dans les affaires intérieures de son pays. Écoutez le général Abdourahmane Tiani, celui qui a pris le pouvoir au Niger depuis le coup d'État. S'agissant de certaines puissances étrangères partenaires, comme l'écrasante majorité du peuple nigérien, nous avons été surpris par leur empressement à condamner la prise de pouvoir par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, à prononcer des sanctions contre le Niger et son peuple et à mettre fin, de fait, à leur coopération sécuritaire. Cette attitude hostile et radicale n'apporte aucune plus-value ni dans la résolution de la nouvelle situation née de la prise du pouvoir par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, ni dans notre lutte jusqu'ici commune contre le terrorisme. C'est avec une stupéfaction que les Nigériens ont appris les sanctions illégales, injustes et inhumaines prononcées à leur encontre. Mais elles sont surtout inédites. Pour la première fois dans l'histoire d'une organisation communautaire, sans consultation aucune et sans passer par le dialogue, l'intervention militaire viendra dans les semaines à venir donner le coup de grâce au régime du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Comme vous pouvez le constater, nulle part dans cette attitude méprisante et belliqueuse, les dirigeants de la CEDEAO et de l'UEMOA n'ont pris en compte la souveraineté de notre pays. Et toujours sur cette actualité, ce jeudi, jour de l'anniversaire du 63e anniversaire depuis l'accession du Niger à l'indépendance, plusieurs manifestations se tiennent. Une mobilisation à Niamey en soutien aux militaires qui ont pris le pouvoir et contre la politique française en Afrique. Une manifestation à l'appel du M62, une coalition d'organisations de la société civile qui se réclame souverainiste. Les hommages se multiplient après la mort de l'ex-président ivoirien Henri Konan Bédié, décédé ce mardi à l'âge de 89 ans. La présidence ivoirienne a réagi à cette disparition. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, salue un grand serviteur de l'État. Beaucoup de réactions des hommes et femmes politiques vont dans ce sens. Même chose du côté des anonymes qui, dès l'annonce de la mort du deuxième président de la Côte d'Ivoire, ont tenu à saluer la mémoire d'un acteur politique incontournable. Reportage Esther Conan. Les citoyens ivoiriens témoignent de leur douleur suite au décès de l'ex-président Henri Konan Bédié dans la commune de Cocody, à la suite d'un malaise. Devant la mémoire de ce grand homme d'État et de sa disparition subite, ses compatriotes saluent un nationaliste. Je suis vraiment choqué. Voilà, je suis choqué, je suis vraiment triste. Voilà, parce que c'est un président qui a servi
le pays depuis des années. Donc, vraiment, ça me fait vraiment mal. S'il est malade, il n'est pas malade, nous on n'est pas au courant. C'est hier la nuit, les gens m'appelaient et disent ton papa est parti. J'ai dit mon papa est parti où? Il dit il est plus à mon morgue. J'ai dit c'est faux. On demande Dieu. Il n'a qu'à donner bonne place là-bas. La direction du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Rassemblement démocratique africain, à travers son président national de la jeunesse urbaine, loue l'héritage que laisse Henri Konan Bédié. C'est avec consternation, avec tristesse, une très grande tristesse, que la jeunesse du PDCDA et partant la jeunesse ivoirienne a appris la triste nouvelle de la disparition du président Henri Konan Bédié, notre guide. Pour le moment, ce sur quoi nous nous penchons, c'est comment organiser, rendre hommage, un hommage digne à la hauteur de l'homme qu'a été le président Henri Konan Bédié. Le premier héritage auquel nous nous référons, c'est que le président Henri Konan Bédié nous a toujours enseigné la paix. Le président Henri Konan Bédié nous a toujours enseigné la concorde nationale. Henri Konan Bédié a dirigé la Côte d'Ivoire de 1993 à 1999. Il avait été porté à la magistrature suprême à la mort de Félix Houphouët-Boigny, premier président de la République de Côte d'Ivoire depuis son indépendance en 1960. Le chef de l'État malgache, Andra Joël, est attendu au Rwanda le 7 août prochain. Il s'agit d'une visite officielle qui va se poursuivre jusqu'au 8 août, un déplacement qui fait suite à l'invitation du président rwandais Paul Kagame. Cette visite a pour objectif de renforcer les partenariats, notamment économiques. Des membres du gouvernement, des députés et des représentants du secteur privé feront partie de la délégation malgache. La signature de plusieurs accords de coopération bilatérale est attendue. La Banque mondiale, l'Agence française de développement et le gouvernement togolais auraient mobilisé plus de 18 milliards de francs CFA, un fonds destiné à la lutte contre la pauvreté et à l'amélioration des conditions de vie des foyers les plus défavorisés. Les précisions dans ce sujet signé Samantha Saberoussa Boubanga. Les transferts monétaires en faveur des familles défavorisées du Grand Lomé ont démarré le 31 juillet 2023. Avec l'appui de la Banque mondiale et de l'Agence française de développement, ces transferts concernent 26 250 ménages vulnérables de 35 quartiers des communes d'Agoé, Niévé 1, 4 et 6, Golfe 1, 4 et 6. Le Togo expérimente depuis quelques années des programmes de filets sociaux visant à réduire la pauvreté. Et vous savez, avec la crise, la Covid et la guerre russo-ukrainienne, il va de soi que les populations les plus vulnérables s'enfoncent encore plus dans la pauvreté. Et donc, ces programmes de transfert monétaire, expérimentés notamment en période de Covid, vont aider dans le très court terme les populations à échapper à la vulnérabilité ou bien à réduire la vulnérabilité. Selon la ministre chargée du développement à la base, Myriam Dossou Almeida, cette nouvelle phase met un accent particulier sur la résilience socio-économique de 15 000 ménages les plus pauvres. Ceux-ci bénéficient d'un accompagnement spécifique pour le développement des activités génératrices de revenus afin de sortir définitivement de la pauvreté au-delà du projet. Il est vrai que il faut réduire la vulnérabilité, mais il est aussi tout aussi vrai qu'il faut mettre plus l'accent sur ces projets structurants qui vont permettre à ces populations-là de s'autonomiser financièrement pour une meilleure réduction de la pauvreté au Togo. En œuvre depuis 2017, le programme Filets sociaux de base était jusque-là concentré sur les populations vulnérables de l'intérieur du Togo. Pour rappel, cette phase additionnelle du projet de filets sociaux de base est appuyée conjointement par l'État togolais, la Banque mondiale, la coopération française à travers l'Agence française de développement, pour un investissement d'environ 18 milliards de francs CFA, dont 10 milliards de francs CFA de la Banque mondiale et 6,5 milliards de francs CFA de l'Agence française de développement et 1,5 milliard de francs CFA de l'État togolais.
La flambée de l'inflation au Nigeria, une situation pesante dans ce pays où 80 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté. Ce mercredi, ils étaient des milliers dans la rue pour dénoncer cette situation insoutenable. Les deux principaux syndicats de travailleurs, le Congrès nigérian du travail et le Congrès des syndicats, avaient appelé à une manifestation nationale. Nathalie Mo. Le portail de l'Assemblée nationale du Nigeria a cédé sous l'assaut des manifestants sortis par milliers pour protester contre la vie chère le 2 août 2023. L'appel à la marche, lancé le 1er août 2023 par le Congrès du travail du Nigeria, principale centrale syndicale du pays, a été suivi malgré des mesures économiques contre l'inflation du président Bola Ahmed Tinubu. Les manifestants réclament un salaire minimum de 200 000 naira et la baisse du coût du carburant dans le pays, où le transport représente désormais 70% des dépenses des ménages. Nous ne les combattons pas. Ce que nous leur demandons, c'est de nous donner des incitatifs palliatifs qui nous aideront à prendre soin de nos familles. C'est notre combat et c'est un combat de survie. Le 31 juillet 2023, le chef de l'État nigérian a, dans un discours officiel, annoncé l'octroi d'un crédit d'1,16 million de dollars à 75 entreprises manufacturières à l'horizon 2024, ainsi qu'une subvention de 145 millions de dollars aux PME et aux entreprises du secteur informel. Dans le domaine agricole, 232 millions de dollars seront investis, selon le président Tinubu. Nous fournissons également 225 000 tonnes d'engrais, de semences et d'autres intrants aux agriculteurs qui se sont engagés dans notre programme de sécurité alimentaire. La fin des subventions sur les carburants au Nigeria, l'une des principales promesses électorales du président Bola Ahmed Tinubu, pourrait permettre au trésor public d'économiser environ 9,2 millions de dollars par an. Face à une inflation qui se maintient autour de 22% depuis 2022, le dirigeant nigérian envisage la livraison de 200 000 tonnes métriques de céréales aux ménages à travers le pays pour aider à stabiliser le prix des denrées alimentaires. La Coupe d'Afrique de la jeunesse, une initiative orientée autour du football, initiative à laquelle les autorités sportives capverdiennes prennent part. Le Cap-Vert abritera dans 3 mois la 2e édition de cette compétition ouverte aux équipes nationales juniors, à toutes les académies de football et aux clubs affiliés aux fédérations. José Douglas. Le Cap-Vert s'apprête à accueillir au mois d'octobre 2023 la 2e édition de l'Africa Youth Cup. Lors de la première édition qui s'est tenue à Praia, Cabo Verde, à l'Estadio Nacional en 2019, le président de la République, le ministre des Sports, le président de la Fédération de foot et autres dignitaires étaient présents pour assister à l'événement, ainsi que le président de l'Association des arbitres portugais et la prestigieuse équipe du Benfica de Lisbonne. Plusieurs confrères en provenance du Nigeria, du Sénégal, du Portugal, de la Côte d'Ivoire avaient aussi couvert l'événement. Il n'y a pas spécifiquement des jeunes capverdiens, il y a des équipes de Cap-Vert qui vont être présentes, mais il y a aussi des équipes d'autres pays, comme Afrique du Sud, Nigeria, Côte-Marfille, Ivory Coast, Côte-Marfille, Mali, Pays-Bas et Portugal aussi, on attend. Les organisateurs veulent que ce tournoi soit l'un des meilleurs que l'Afrique puisse offrir au niveau des jeunes. Il vise à développer les compétences de football des jeunes tout en donnant une visibilité mondiale aux académies de football en Afrique. Il est ouvert à tous les clubs de jeunes, académies, garçons et filles U17 nés en 2006 qui sont membres des associations nationales affiliées à la FIFA, y compris les équipes nationales, juniors, les écoles et les collèges. Les gens parlent de ce tournoi actuellement aujourd'hui, qui fait qu'il y a tellement l'envie de venir participer dans cette 2e édition. Donc la mobilisation était énorme. Le pays est vraiment prêt pour recevoir. Un des points forts des organisateurs sera de donner, promouvoir et d'encourager les jeunes filles africaines à s'impliquer dans le sport et amener certaines des meilleures académies de football pour les jeunes du monde entier et certains des meilleurs professionnels de la communauté mondiale du football à avoir un impact positif sur la jeunesse africaine. Donc on souhaite aider la FIFA, parce que la FIFA ne peut pas tout faire. On souhaite aussi aider la CAF dans leur domaine de développement de talents en Afrique. L'Africa Youth Cup se déroulera du 20 au 30 octobre 2023 au Cap-Vert, conformément aux règles en vigueur de la FIFA.
C'était le journal de la rédaction. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'information.